Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, madame et monsieur. We will begin our event today with a very to give a very distinguished award. Is the Kiel Winning Award for lifetime contributions to research and scholarship, and the award goes to a publication that many of us know is Renaissance Traditionnelle. It's a publication founded in 1970 through many challenges and despite many obstacles. Renaissance Traditionnelle has focused on history of rituals and Masonic systems, applying the highest scholarly standards to investigate the symbolic heritage and becoming one of the most relied upon reference journals in fraternal and Masonic literature. The president of the Masonic Institute of France and also the president of Renaissance Traditionnelle, Dr. Roger Dachet, will invite you to come forward to give you this important Kiel Winning Award of Lifetime Achievement. I would like to ask our distinguished panel to join me. Please. Juste dire un mot. Alors, je m'excuse auprès de nos amis anglo-saxons pour parler français, mais nous sommes dans un congrès à Paris. Alors, mon principe, c'est de parler anglais quand on est dans un territoire anglophone et de parler français quand on est à Paris. Et je voudrais simplement dire, et je pense qu'il en est de même pour mon ami Pierre Mollier, voilà, que je vais demander, à qui je vais demander de nous rejoindre, bien entendu. Et Pierre Mollier, qui assume la rédaction en chef de cette revue depuis de nombreuses années, et je pense qu'il dira ce qu'il a à dire, mais moi je voudrais dire que Renaissance Traditionnelle, pour nous, est l'œuvre en effet d'une vie, mais c'est aussi la suite du travail de notre maître, qui était René Guilly, René Desaguliers, qui a introduit ce qu'on appelle en Angleterre l'école authentique de l'histoire maçonnique en France, qui nous a tout appris et à qui nous devons tout. Et nous recevons ce prix comme une reconnaissance de la recherche maçonnique française. Et je dois dire que le petit regret que personnellement j'exprime, mais je voudrais que mes amis français le comprennent bien, c'est que cette recherche maçonnique française est appréciée et reconnue dans le monde anglo-saxon et laisse parfois un peu trop indifférent le monde maçonnique français. Je pense que ça, c'est un véritable problème. La franc-maçonnerie est un phénomène qu'on doit étudier comme n'importe quel phénomène de l'histoire économique, sociale, intellectuelle de nos sociétés européennes, de nos sociétés occidentales. Il y a deux choses différentes, être dans la franc-maçonnerie et prendre la franc-maçonnerie comme un objet d'étude. Eh bien, prendre la franc-maçonnerie comme un objet d'étude, c'est aussi quelque chose qui peut permettre aux francs-maçons d'approfondir leur vie à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Ça nécessite simplement une toute petite chose qu'on appelle l'effort intellectuel. Et c'est peut-être pour cette raison que cette recherche-là n'est pas aussi souvent reconnue en France qu'elle devrait l'être, ce qui est dommage parce qu'il y a dans notre pays une très grande tradition académique. Encore une fois, merci beaucoup au comité d'organisation de cette convention pour avoir ainsi reconnu le travail que nous avons fait depuis toutes ces années. Merci beaucoup. Just, I would like to add that we are going to give a donation to Libraries Without Borders on the name of Renaissance Traditionnelle. So, Bibliothèque Sans Frontières, we will make a donation on behalf of this award. Thank you very much, and again. And now I'll give the microphone to Professor Margaret Jacob, who will introduce our speaker today. Merci beaucoup. Good morning. We're here this morning to discuss the various systems of symbolism
of work, etc., that you can find among practicing stonemasons, but also we're here to discuss compagnonnage. And we are very fortunate to have with us perhaps the world's expert, Jean-Michel Martonnier, and he is going to be discussing, I think there's a pre-circulated copy of this available, but there will also be translation, and he will, of course, speak in French. Thank you. Michel. Merci. Je suis très intimidé d'avoir à parler aujourd'hui de ce sujet qui me tient à cœur depuis une vingtaine d'années, puisque face à moi, parmi vous, il y a des publics très variés. D'une part, donc, un public francophone qui connaît un peu, quelquefois beaucoup, le sujet des compagnonnages en général et celui des compagnons tailleurs de pierre en particulier. Je suis très heureux d'ailleurs de voir dans la salle quelques membres de la confrérie compagnonnique. Et par ailleurs, donc, tout un public essentiellement donc, anglophone qui connaît relativement peu le sujet des compagnonnages et qui plus est, le connaît souvent au travers de travaux, d'études qui datent un tout petit peu. Depuis une vingtaine d'années, j'ai eu la chance, en compagnie très souvent donc, de Laurent Bastard, qui est le directeur du musée du compagnonnage de Tours. Nous avons fait quelques découvertes documentaires substantielles et nous avons pu remettre en cause un certain nombre d'idées reçues. Et donc aujourd'hui, je vous propose un petit tour d'horizon de ce monde extrêmement peu connu finalement, malgré donc l'intérêt absolument fantastique qu'il suscite auprès des maçons spéculatifs, ce petit monde donc des compagnons tailleurs de pierre. Alors, je vais alterner dans ma communication des parties où je laisserai parler les pensées du moment en fonction des diapositives que j'ai préparées et puis quelques parties que je lirai de manière à mieux cadrer, mieux préciser un certain nombre de points. Alors, dans l'état actuel de nos connaissances, l'histoire des compagnonnages français de tailleurs de pierre ne commence véritablement qu'au début du XVIIIe siècle. C'est en effet seulement à partir de cette époque que nous disposons d'une série continue de documents. Je rappelle ici que le document est à l'historien ce que le bois est au charpentier, une matière première indispensable. Et donc ces documents qui tout à la fois attestent de l'existence de ces formes d'associations professionnelles et qui nous permettent d'en saisir assez précisément le mode de fonctionnement, les usages, les traditions. Avant cette période, ce n'est pas immédiatement la nuit obscure de la préhistoire, mais peu s'en faut. Il ne fait pourtant absolument aucun doute à l'analyse donc, de ces plus anciens documents, ceux du début du XVIIIe siècle, que les sociétés compagnonniques ne sont pas nées brutalement de la dernière pluie. Tout au contraire, l'archaïsme de la manière dont sont ordonnés leurs règlements et leur vocabulaire laisse présager qu'elles existent depuis plusieurs siècles. Leurs usages ont pour ainsi dire une saveur toute médiévale. Mais les quelques éléments documentaires que l'on possède pour le XVIIe siècle concernent des individus isolés, des compagnons, sans qu'ils soient absolument certains qu'ils se rattachent à des sociétés pleinement structurées ou que ce lien soit déterminant. Simplement, comme ces éléments, qui sont donc des surnoms, des marques de passage, rien de beaucoup plus précis, possèdent des caractéristiques qui sont celles plus ou moins exclusives des compagnons passants et étrangers tailleurs de pierre du XVIIIe siècle, nous sommes logiquement portés à accepter qu'ils concernent bel et bien le sujet. Et la chose devient encore plus problématique au XVIe siècle, car ces éléments sont absents, ou du moins ils n'ont pas encore été recensés, les recherches étant encore trop peu avancées pour conclure à une totale absence. Il existe néanmoins des indices, notamment donc dans le champ de l'emblématique, qui se rattachent encore très nettement aux témoignages des XVIIe et XVIIIe siècles et qui permettent de faire sérieusement l'hypothèse de leur existence dès cette époque. Donc en fait, l'éternel problème de l'historien, qui est celui des sources documentaires, il est encore plus cruel dans le monde des compagnonnages, puisque, à la différence
du monde maçonnique qui appelle le travail d'un grand nombre d'historiens, non seulement en France, mais donc nous voyons ici sur le plan international, les compagnonnages en France, à l'heure actuelle, n'occupent qu'à peine une poignée, quand je dis une poignée, donc c'est 5 doigts, une poignée d'historiens. Donc nous avons un large déficit d'études et nous avons encore plus un large déficit de ressources documentaires. Alors, ce silence documentaire, il est très lourd de conséquences quant au sérieux des recherches parce que, évidemment, il tenaille l'imagination. Le rapport intime que tout chercheur entretient avec son sujet forge trop souvent d'intimes convictions qui se nourrissent des travaux de nos prédécesseurs sans toujours prendre le recul nécessaire. Donc, par ailleurs, nous avons, face à ce silence des archives anciennes, nous avons les légendes compagnoniques qui, elles, renvoient bien évidemment, comme toute légende, à un passé très lointain, et notamment, bien sûr, donc c'est l'illustration que j'ai choisie ici, la construction du temple de Jérusalem à l'époque de Salomon. Donc on a un point commun entre les légendaires compagnoniques et maçonniques, c'est ce moment fondateur, tout au moins pour une majorité de légendes. Et ce moment fondateur, nos compagnons tailleurs de pierre l'ont d'autant moins ignoré que, outre évidemment le très grand prestige qu'ils pouvaient donner à leur profession, ce thème légendaire, il est resté très présent dans le monde médiéval, comme on le voit ici sur cette très belle miniature de Jean Fouquet, donc au XVe siècle, où on voit le roi Salomon qui assiste à la construction donc, de son temple à Jérusalem, et le tout représenté donc, sous la forme d'un chantier gothique. Et on voit au premier plan donc, nos tailleurs de pierre qui sont affairés. Alors, pour le domaine français, on a également une énorme difficulté quant à la cohérence des recherches, dans la mesure où nous avons la chance à la Bibliothèque nationale donc, de détenir cet exceptionnel témoignage qu'est le carnet de Villard de Honnecourt, un architecte, on va mettre ça entre guillemets parce qu'on n'a pas de certitude absolue, un architecte picard du XIIIe siècle, et ce carnet atteste de connaissances et de curiosité extrêmement importantes au niveau aussi bien des savoirs strictement professionnels relatifs à l'architecture qu'à un certain nombre d'autres domaines. Et nous avons donc ce document du XIIIe siècle et ensuite nous n'avons plus rien du même genre avant la fin du XVIe. Et donc j'attire encore une fois l'attention sur la difficulté et le risque que comportent ces pointillés que l'esprit tend à colmater un peu trop rapidement. Alors, au demeurant, il y a quand même une logique qu'il convient de ne jamais perdre de vue pour équilibrer cet excès de rigueur, cet excès de prudence dont peut faire preuve le travail de l'historien, c'est qu'il y a de toute façon la logique de la transmission du métier au fil des siècles, qui, si elle a connu des hauts et des bas, comme en atteste très bien l'histoire de la construction, où on voit qu'il n'y a pas un progrès continu, nécessairement, donc, il y a une forme absolument primordiale de continuité, donc de maître à disciple, qui fait que, de toutes les façons, on ne peut pas non plus envisager que cette transmission n'ait concerné que des éléments purement technique, sans véhiculer en même temps donc un certain nombre d'usages, un certain nombre de symboles, un certain nombre de mythes. Donc on a là la matière première à des recherches plus approfondies, mais c'est une matière donc extrêmement mal définie et qu'il est difficile d'explorer. Concernant les compagnonnages en général, et tout particulièrement le compagnonnage des tailleurs de pierre, il est extrêmement important de bien avoir présent à l'esprit la cartographie des organisations professionnelles de la France médiévale et donc de la France d'Ancien Régime. Jusqu'en 1791, l'aspect concret des métiers, la seule organisation qui existe réellement, c'est la corporation ou communauté de métier ou confrérie du métier. Selon les régions,
il y a tantôt simplement une organisation, qui est la confrérie ou communauté du métier, soit deux organisations, c'est-à-dire la communauté ou corporation, qui s'occupent des aspects, on va dire, administratifs et fiscaux du métier dans la cité. C'est quelque chose qui est cantonné à une seule cité. Il n'existe pas de réglementation générale qui s'étende à tout le royaume de France. Et puis dans le midi de la France, on a, donc dans le nord de la France, nous avons face à cette corporation sur ses marges, nous avons la confrérie du métier qui, elle, gère les aspects religieux, le rapport avec l'Église, tandis que dans le sud de la France, nous avons très fréquemment une seule organisation qui est tout à la fois corporative et confrériale. Beaucoup d'historiens, depuis environ un siècle, ont voulu définir le compagnonnage d'une manière très simple, en disant que c'était une organisation purement ouvrière, composé donc des salariés du métier, des non-maîtres, de ceux qui n'avaient pas les moyens donc d'être à leur propre compte, et que cette organisation s'est établie par rejet du carcan de la corporation. Alors, c'est un point de vue qui est relativement vrai pour un certain nombre de métiers de fabrique, pour des métiers d'atelier, ou comme par exemple les menuisiers, ou d'autres métiers auxquels on songe beaucoup moins souvent pour les compagnonnages, et je songe donc tout particulièrement aux chapeliers, qui ont été un très grand compagnonnage jusqu'à la fin du XIXe siècle, où l'on voit effectivement que dans la fin du XVe et pendant tout le XVIe siècle, le durcissement des conditions économiques, le durcissement aussi d'un certain nombre d'aspects religieux, liés évidemment à la naissance de la Réforme, va faire que la corporation va devenir oppressive vis-à-vis du compagnon. Mais ce n'est pas vrai, c'est très net, pour ce qui concerne les compagnonnages de tailleurs de pierre. Ce n'est pas une raison déterminante. On se rend compte qu'en fait, il est un autre aspect extrêmement déterminant donc, de ces compagnonnages, qui est vraiment leur caractéristique fondamentale, c'est que autant nos corporations ou confréries de métiers sont limitées à l'enceinte de telle ou telle ville, ne correspondent que très peu et très tardivement entre elles pour essayer de réguler le métier, eh bien autant nos compagnons se définissent au travers la liberté de voyager. Et très rapidement, on va les qualifier donc de compagnons du Tour de France. Ils revendiquent pendant un certain temps de leur parcours la liberté de voyager de ville en ville, de changer de maître selon leurs propres conditions, qui sont très souvent tout simplement des conditions d'ordre économique. Le salaire est meilleur chez tel ou tel maître, donc ils le quittent librement, en respectant toutefois quand même un certain nombre de règles de la corporation. Et c'est cette pratique de l'itinérance qui va nous permettre de les voir régulièrement cités dans les archives judiciaires. Alors là aussi, il y a une grande différence qui s'établit entre les compagnonnages des métiers de la construction, donc tout particulièrement les charpentiers et les tailleurs de pierre, et les compagnonnages donc des métiers de boutique. Les compagnonnages des métiers de la construction ont laissé extrêmement peu de traces dans les archives judiciaires, tandis que certains compagnonnages, comme celui des menuisiers par exemple, va au XVIIe siècle accumuler un nombre incroyable d'attestations dans ces archives judiciaires qui nous permettent donc de connaître un certain nombre d'usages. Donc cet usage principal, c'est le Tour de France, qui n'est pas un tour de toute la France. Nous avons ici la carte qu'il est possible d'établir à partir d'une chanson compagnonique de la fin du XVIIe siècle, une chanson de compagnon menuisier ou serrurier du devoir, et qui donne l'itinéraire traditionnel depuis Paris. On se rend compte qu'en fait, le compagnon gagne rapidement la vallée de la Loire, et que depuis Nantes, il rejoint donc par la côte Bordeaux, remonte la Garonne, passe par le biais du canal du Midi jusqu'à Montpellier, et de là donc gagne Marseille et remonte la basse vallée du Rhône, rejoint Lyon et continue son périple. Donc en fait, c'est un tour de France qui ignore complètement le centre, qui ignore complètement la Bretagne et la Normandie, et complètement donc tout ce qui est est de la France, tout ce qui est d'ailleurs tout simplement des territoires comme la Franche-Comté qui seront annexés très tardivement au Royaume de France. Alors c'est extrêmement stable.
je vous présente ici la carte extrêmement bien documentée donc, du Tour de France d'un compagnon tailleur de pierre qui a fait son voyage entre 1837 et 1842, Jean-Jacques Lorès, qui lui est parti de Caux, à côté de Pézenas. On a la chance donc d'avoir son petit carnet de comptes et un certain nombre de documents, d'archives personnelles qui permettent donc de le suivre pratiquement jour après jour. Et on voit que c'est très rigoureusement le même itinéraire. Simplement, il est important à noter pour casser dès maintenant un certain nombre de clichés. Alors, je vais, pendant toute ma conférence, casser beaucoup de clichés que les compagnons eux-mêmes, quelquefois, aujourd'hui encore, colportent sur leur tradition. Très souvent, on a dit qu'il y avait un tour, un sens extrêmement précis à ce Tour de France, qui suivait les aiguilles d'une montre. Certains auteurs, que je qualifierais plus volontiers de zozotériques que d'ésotéristes, ont également dit que ce trajet suivait des projections stellaires sur la carte de France. Non, tout simplement, donc, ce Tour de France obéit à des contraintes qui sont essentiellement d'ordre économique et d'ordre pratique, et les multiples attestations que l'on a de Tour de France sur les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles montrent très nettement qu'il n'y a pas de trajet, enfin de sens du trajet absolument précis. Là, on voit que Jean-Jacques Lorès fait le tour en sens inverse de celui qui était proposé par la chanson de la petite Varlope, la chanson donc des compagnons menuisiers. Et on voit très bien aussi par son journal qu'en fait, il change de ville en fonction des embauches qu'on lui propose, et rien d'autre. On les voit aussi faire des retours en arrière, on les voit aussi quelquefois couper court à la grande boucle et revenir précipitamment au village natal, puisque le père de famille, par exemple, était décédé et qu'il convenait de prendre la succession de l'atelier. Voilà. Donc cette identité du Tour de France est essentielle et elle est très variable en fonction des époques et des métiers. Donc j'ai déjà évoqué brièvement ce problème des sources documentaires. On a la chance, pour ce qui est des tailleurs de pierre, d'avoir fait en 1996, avec Laurent Bastard et à l'instigation d'un compagnon cuisinier, Jean Philippon, que je tiens encore une fois à remercier pour sa sagacité, on a eu la chance de faire une double découverte documentaire exceptionnelle que je vais relater donc extrêmement brièvement, qui est celle des archives des compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon, les passants donc étant l'un des deux rites que connaissaient les compagnons tailleurs de pierre jusqu'au début du XXe siècle. Double découverte, puisque d'une part, nous avons, dans un premier temps, eu connaissance d'un fonds d'archives conservé par les archives départementales de Vaucluse, que nous allons donc balayer ensuite là, au niveau des plus belles pièces. Et 3 semaines plus tard, j'ai eu la chance pour ma part de faire le rapprochement avec un autre fonds documentaire qui, lui, est conservé à 40 km de là, à Arles, dans le Muséum Arlatin, et qui consiste en le coffre, que l'on voit ici sur l'image, le coffre des compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon. C'est-à-dire que j'ai eu le bonheur, à 3 semaines d'intervalle, de retrouver le contenu et le contenant. Alors, parmi les documents d'Avignon, il en est une série qui est absolument exceptionnelle, qui est constituée donc de ce qu'on appelle des rôles. Les rôles étant tout à la fois le règlement, la liste des passages des compagnons, donc le registre des passages des compagnons dans la ville, et dans le même temps donc le document sacré autour duquel s'articule la société. Le rôle n'est visible que par les compagnons au moment de leur initiation. Voir le rôle, c'est recevoir la lumière. L'expression est employée par les compagnons du XVIIIe siècle. C'est important par rapport à tous les rapprochements qu'on est tenté de faire vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Donc, voir le rôle, c'est voir la lumière. Devant le rôle, les compagnons se doivent d'être dans une attitude de respect. Ils doivent être debout, la tête découverte et toujours un outil du métier à la main. Une fois reçus, ils verront à nouveau le rôle chaque fois qu'ils arriveront dans une ville de devoir, puisque même s'ils ne s'arrêtent pas pour travailler, ils vont devoir, c'est un honneur pour eux, c'est une obligation, ils vont devoir inscrire leur nom sur le rôle. À
après s'être fait reconnaître rituellement comme étant membre de la confrérie. Voilà. Alors, nous avons ici le plus ancien fragment de rôle d'Avignon qui date d'entre 1700 et 1721. On n'a pas plus de précision puisqu'il est amputé de son texte. On sait que c'est d'entre 1700 et 1721 puisque le blason papal qui est au centre est celui de Clément XI, donc qui a régné durant cette période. Un deuxième fragment de rôle qui lui est daté de 1735 nous est connu et qui donc est sous le pontificat de Clément XII. On a ensuite un troisième rôle, donc qui est un document particulièrement important, qui est daté de 1773 et qui est complet. Je reviendrai tout à l'heure dessus pour expliquer à partir de lui la manière dont est structuré le rôle. Donc, j'agrandis son frontispice. Voilà. Et on a enfin un document qui est un document majeur de l'histoire des compagnonnages en France, qui est le rôle de 1782, qui est lui aussi complet de son règlement et de son frontispice emblématique, frontispice autour duquel je vais structurer toute mon intervention pour essayer de vous faire pénétrer un petit peu ce monde méconnu des compagnonnages de tailleurs de pierre. Alors, ces documents sont exceptionnels aussi pour une autre raison, c'est qu'ils appartiennent à des collections publiques. Les compagnons passants tailleurs de pierre d'aujourd'hui conservent toujours dans leur coffre un certain nombre de documents auxquels les historiens n'ont pas un accès plein, puisque ces documents restent quand même au cœur d'une tradition à caractère initiatique. Alors, j'ai quand même la chance de pouvoir obtenir de temps en temps quelques photocopies, quelques mauvaises photographies. On a ici donc une photographie qui date un petit peu, qui est celle donc du rôle de Paris de 1726. Le même rôle de Paris pour l'année 1769. Alors, les rôles étaient périodiquement changés, c'est-à-dire que quand la liste des passages ne permettait plus d'ajouter de nouvelles inscriptions, on dessinait un nouveau rôle. Voilà. Et on a ici également un très beau rôle que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, celui-ci qui est le rôle de Bordeaux de 1778. L'ensemble de ces rôles nous permettent de savoir quand même une chose, c'est quelle est la structure générale. Alors, je reviens sur ce rôle d'Avignon de 1773. Tous ces rôles donc comportent toujours 3 blasons à leur sommet. Celui le plus élevé est toujours celui de l'autorité royale ou papale pour Avignon, sous le règne duquel, à ce moment-là, se situe la nation. Donc, pour Avignon, en 1773, il y a eu un très bref passage par le royaume de France. On a donc ici le blason du royaume. On a toujours à main gauche, c'est précis, ce n'est jamais à main droite, c'est toujours à main gauche, le blason de la ville dans laquelle les compagnons ont leur siège. Donc ici, le très beau blason d'Avignon avec les 3 clés, donc les 2 clés de Saint-Pierre plus la clé de la ville, et cette devise à becs et à griffes. Et on a toujours à droite le blason des compagnons passant tailleurs de pierre, blason sur lequel je m'étendrai donc longuement en conclusion de cette conférence, donc blason qui est constitué par l'entrelacement, l'entrecroisement du compas, de la règle, de l'équerre, de la couleuvre, et le tout donc entre 2 branches de palme. On a toujours, ou presque, tout au moins donc pour tous les rôles de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on a toujours un frontispice à caractère emblématique, le titre du document, c'est-à-dire titre qui précise qu'il s'agit des compagnons de tel ou tel rite pour la ville et la date. On a ici très fréquemment des cartouches qui comportent en lettres dorées le nom des compagnons qui étaient en exercice dans la ville au moment où ce nouveau rôle a été mis en service. On a ici au centre la règle du devoir et sur les côtés ou en dessous, on a le nom des compagnons qui ont eu l'honneur de voir le rôle. Et ces listes de noms sont souvent rajoutées ensuite sur des parchemins qui sont cousus ou collés bout à bout. Le rôle de Paris de 1769 fait pratiquement 5 mètres de long. Il y a des milliers de passages. Et donc pour Avignon, nous avons relevé comme ça un tout petit peu plus de 1035 passages. Alors, je vais développer toute mon intervention de ce matin sur le frontispice emblématique
extrêmement riche, dont chaque détail possède une signification précise, donc le rôle de 1782. Je vais évacuer tout de suite un aspect très intéressant, mais extrêmement atypique, qui n'existe que sur ce rôle d'Avignon de 1782, qui est la présence ici d'une devise qui encadre un symbole qui est bien connu des francs-maçons, l'étoile à 5 branches avec la lettre G, l'étoile flamboyante. C'est la seule apparition sur un document compagnonique des tailleurs de pierre. L'auteur du dessin de ce rôle, Joseph Ponge, de son nom de compagnon, La douceur d'Avignon, était donc assez certainement franc-maçon également, et il a emprunté cette devise, sub hoc signo non equivoca latet virtus, sous ce signe se tient une vertu non équivoque, et nous verrons tout à l'heure de quelle vertu il s'agit. Et il a emprunté cette devise et cette étoile flamboyante aux armes d'une loge de la région, donc une loge qui est à une petite quinzaine de kilomètres, la loge La Concorde, à l'orient de Beaucaire, une loge qui a été active donc, des années 1764 à 1768, ça a été assez bref, et on voit ici ces armes. Voilà. Alors, on peut suspecter que c'est par adhésion et pas simplement par communication d'un élément graphique comme ceci, puisque j'y reviendrai dans le cours de cette conférence. Durant la période 1730-1789, on a la certitude qu'un certain nombre de compagnons passants tailleurs de pierre ont également été francs-maçons. Il y a un désamour qui s'installe ensuite entre les compagnons passants et la franc-maçonnerie, tandis que le lien continue beaucoup plus longuement avec l'autre rite sur lequel on est très mal informé, qui est celui des compagnons étrangers. Mais il est important de le signaler, mais dans le même temps, de bien comprendre qu'il s'agit d'un aspect qui est quand même atypique. Petit indice également donc, de cette influence maçonnique, ce rôle est le seul où l'on voit en bas un pavé mosaïque. Alors, nous allons maintenant explorer chacun de ces détails. L'élément qui revient de manière constante dans tous ces rôles, même lorsqu'ils sont réduits au niveau de leur frontispice emblématique à très peu de choses, ce sont toujours ces deux scènes-là qui représentent un ou plusieurs tailleurs de pierre à l'ouvrage et deux tailleurs de pierre qui sont en train de procéder à la reconnaissance rituelle entre compagnons, entre le compagnon donc arrivant dans une ville et le compagnon qui est présent sur le chantier. Ces deux moments clés répondent en fait à la devise que l'on voit ici au-dessus du blason des compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon, donc de vers 1700-1721, labor et honor. Le travail et l'honneur. Le travail, donc représenté par le tailleur de pierre à l'ouvrage, voilà, et l'honneur, qui est avant tout l'honneur d'être membre de la fraternité des compagnons passants. Alors, donc, on voit ici la même scénette sur le rôle de 1773 et sur le rôle donc, de 1710. Il y a des petits détails que malheureusement l'état de document ne permettent pas forcément de toujours apprécier. Par exemple ici, j'y reviendrai tout à l'heure, le compagnon porte au chapeau, on voit des petites taches rouges, il s'agit donc d'une couronne de fleurs, donc des couleurs fleuries, sont soit des fleurs au naturel, soit des fleurs qui sont brodées sur un ruban. C'est l'emblème même de l'accès à la dignité, au rang de compagnon passant. On voit également toujours donc, ce qui est l'outillage de base du tailleur de pierre, le maillet, le ciseau. Et cet outil qui a eu une destinée tout à fait étrange dans le contexte de la maçonnerie spéculative, donc qui est le marteau taillant. Marteau taillant qu'on va retrouver sur les tableaux de loge dès les années 1740 et qui va très vite se déformer en une espèce de hache qui va finir sa carrière à proximité d'une pierre cubique qui, dans le contexte français, va se retrouver affublée d'une pointe. Je ferai juste une petite parenthèse tout à l'heure donc sur l'origine de cette pointe de la pierre cubique. Voilà.
Alors, le marteau taillant est par excellence l'emblème même du métier de tailleur de pierre. Avant même la dimension compagnonique qui va être rendue par le compas, ou le compas, la règle et l'équerre, il y a le marteau taillant. On le voit ici, donc accompagné du compas dans des sculptures qui ornent un très bel escalier du XVIe siècle dans la région d'Avignon, château de Lourmarin. On le voit encore ici sur une marque de passage laissée au XVIIe siècle par la Frise d'Orléans. Donc ça, c'est le nom compagnonique d'un tailleur de pierre, donc qui faisait son tour de France et qui est passé laisser sa marque sur le pont du Gard, qui est un très haut lieu de la tradition compagnonique. On le voit encore ici au début du XIXe siècle, toujours sur ce pont du Gard. On le retrouve encore et encore donc sur toutes ces marques de passage qui constituent l'un des rares indices et l'un des plus précieux indices de l'existence et de l'organisation, enfin de la préorganisation du monde compagnonique au XVIIe siècle. Donc on en a notamment dans l'escalier à vis de l'ancienne abbatiale de Saint-Gilles du Gard, et on en a également donc sur les ruines du temple romain dédié à Diane à Nîmes. Alors, je reviens assez longuement donc sur cette image où l'on voit nos deux tailleurs de pierre qui se font face, pied contre pied, voilà, et qui vont donc aborder là la reconnaissance rituelle. Je vais passer sur un tout petit passage écrit, vous m'en excuserez, ce sera peut-être un petit peu moins vivant. Lorsqu'il arrivait dans une ville de devoir, c'est-à-dire une ville où sa société compagnonique possédait un siège permanent, le compagnon avait l'obligation de se diriger vers le premier chantier où travaillaient des tailleurs de pierre, et s'il y avait là des compagnons de sa société, il se faisait reconnaître par l'un d'entre eux comme étant membre de celle-ci. Si le compagnon qui recevait ainsi l'accolade, donc c'est le terme qui est employé par les tailleurs de pierre et qui désigne le salut fraternel et dans le même temps la première phase de la reconnaissance rituelle, donc si ce compagnon n'était pas celui qui avait alors la charge de rouler, c'est le terme employé donc par les compagnons à l'époque, et toujours d'ailleurs d'actualité, il devait alors, après avoir offert à boire à cet arrivant, débaucher de son chantier pour aller le confier donc à celui dont c'était la charge à ce moment-là pour la société de servir de rouleur. Donc ce rouleur allait se mettre au service de l'arrivant pendant 24 heures. Il allait donc chercher ses bagages à la diligence, parce que très souvent donc, les compagnons tailleurs de pierre, qui étaient quand même une élite ouvrière, ne voyageaient pas à pied, mais voyageaient en diligence. Il allait les porter donc, à une auberge où les compagnons avaient leurs habitudes, lui présentait chemin faisant tous les membres de la société, et dans une ville comme Paris, au XVIIIe siècle, ça pouvait être en permanence 50 à 100 compagnons tailleurs de pierre. Et il lui présentait également, c'est très important, donc tous les anciens membres de la société, ceux qui étaient ce qu'on appelait les remerciés, c'est-à-dire tous les compagnons qui avaient pris le statut de maître et qui étaient susceptibles en fait de lui trouver une embauche. Donc c'est ensuite qu'il allait inscrire l'arrivant sur le rôle. Alors cette procédure de reconnaissance rituelle procédait donc en plusieurs étapes. Il y avait donc cette toute première étape qu'on voit ici figurer sur le rôle de 1773, donc qui est tout simplement le salut. Nous avons eu la chance, donc, dans ces archives avignonnaises, de retrouver une bonne quinzaine de ces reconnaissances rituelles qui changeaient tous les 6 mois. Ça rappelle un petit peu quelque chose à beaucoup de maçons, je pense. Voilà. L'arrivant disait, par exemple, « Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous m'indiquer le lieu de bienséance et de fraternité ?» Ce à quoi le sédentaire répondait « Si vous êtes un frère de la fraternité, expliquez-vous, monsieur, je vais vous l'indiquer. » Et tous les deux, ensemble, disaient à ce moment-là ce qui était vraiment le mot de semestre. Par exemple, coterie. Coterie, c'est le terme qu'on emploie entre tailleurs de pierre pour se désigner en tant que frère. Coterie par notre éthique. Ou, à un autre moment, coterie par notre intimité. Ou encore, coterie par notre progrès. Passé donc cette première étape, il pouvait se donner l'accolade fraternelle.
On voit ici donc la très belle accolade du rôle des compagnons passants tailleurs de pierre de Marseille en 1777. On voit que ça s'accompagne d'une certaine forme de poignée de main, qu'il y a un jeu de bascule qui se fait entre les deux. Et il y a à nouveau, pendant cette accolade, des paroles qui sont échangées à l'oreille et qui sont, par exemple... Alors, c'est très intéressant, ces paroles échangées à l'oreille sont toujours un petit peu la gazette du Tour de France. Ça permet d'échanger les dernières nouvelles des principales villes de devoir. L'arrivant dit « Au temple d'Avignon », donc au siège d'Avignon, 3 frères ne sont plus. Pour 6 mois, de nos chambres, les chambres étant le lieu de réunion rituelle, ils ont été exclus. Le sédentaire répond « Selon nos règles, coteries, nous ne devons tolérer aucun abus qui, parmi nous, sont souvent modérés. » L'arrivant enchaîne. « Interrogez sagement sur les règles du devoir, le devoir étant le code de conduite des compagnons, d'éviter leur châtiment n'en ont eu aucun pouvoir. » Le sédentaire répond « Obéissons à nos lois, soyons sévères dans nos mystères, pour le bien et l'harmonie de la société entière. » Et cette reconnaissance va se poursuivre ensuite au moment où, l'ayant emmené à l'auberge qui héberge les compagnons, qui héberge le siège de la société, il va y avoir ce qu'on appelle l'entrée de chambre, l'entrée rituelle dans la chambre, au sens premier du terme, qui contient le coffre qu'on a vu tout à l'heure et qui enferme le rôle et les archives de la Société des Compagnons. Là, le sédentaire va poursuivre cette reconnaissance et va dire, par exemple, « Descends du haut des cieux, auguste vérité, répands sur nos écrits ta force et ta clarté. Que l'oreille des compagnons s'accoutume à l'entendre. C'est à toi d'annoncer ce qu'ils doivent apprendre. » C'est rimé. C'est un concours d'ailleurs entre compagnons passants que de périodiquement écrire ces reconnaissances. Elles sont soumises aux voix et on vote pour celles qui sont les plus porteuses de sens et les mieux rimées. Donc l'arrivant répond, et là la reconnaissance va se terminer. Le frère sera pleinement installé dans ses droits de membre de la confrérie. Par sa main délicate, il traça ces lignes altières que nous révérons parmi nous avec tant de mystère. Donc ce sont les lignes du code, les lignes du devoir. Nous devons, sous ces lois, être fiers de marcher pour orner ses attraits et non pour les cacher. Là, c'est une reconnaissance qui a été écrite par un compagnon avignonnais, la franchise d'Avignon, en juillet 1843. Je reviens donc sur une de ces représentations de ce que les compagnons appellent, les tailleurs de pierre appellent la tombée, sur le moment où un arrivant tombe en ville. Le terme d'argot vient de là. On voit ici donc l'arrivant, qui est celui qui nous fait face, et le sédentaire, donc celui qui travaille sur le chantier. Le sédentaire est représenté donc en chemise. L'arrivant, vous remarquerez qu'il porte un très bel habit, et il porte également... Il faut que je me retourne. Je ne parviens pas. Voilà. On aperçoit donc entre ses cuisses, entre ses mollets, donc qu'on voit qui est encadré donc avec sa culotte de couleur rouge, on voit quelque chose qui vient en diagonale. Ce n'est pas cette fameuse canne du compagnon, c'est une épée. Notre compagnon passant tailleur de pierre de vers 1710 porte l'épée et il est extrêmement bien vêtu. Les autres rôles d'Avignon ne présentent pas ce thème, mais on retrouve le même détail qui est ici tout petit au-dessus du blason. On voit donc 2 tailleurs de pierre parisiens en 1726 qui procèdent à leur reconnaissance et tous les 2 portent l'épée. Ça situe très différemment de ce qu'on avait l'habitude d'envisager nos tailleurs de pierre à un tout autre rang social que ce qu'on imaginait jusqu'alors. Ils sont véritablement une aristocratie ouvrière. Le port de l'épée est normalement réservé à la noblesse. Je n'ai jamais retrouvé trace d'une seule contestation qui aurait
été faites à leur encontre devant les tribunaux. Et en revanche, pour cette période des années 1700-1730, j'ai retrouvé, par exemple, l'attestation de compagnons tailleurs de pierre qui ont été anoblis. On a le cas, par exemple, d'un tailleur de pierre qui travaillait avec Mansart à l'origine et qui a été anobli par Louis XIV lui-même, sous son nom de compagnon. Il se nommait donc Caïto, qui était né à Paris, donc l'assurance de Paris, et ça a donné Monsieur de l'Assurance, qui est tout simplement l'un des premiers architectes du Palais Bourbon. Il se représente également de temps en temps sous la forme de putti, sous la forme donc très classique dans l'emblématique et dans l'iconographie du XVIIe, début XVIIIe siècle, donc de ces bons enfants. On voit ici une scénette qui est tout à fait intéressante, qui vient du rôle de Paris de 1769. Donc un premier groupe de 2 qui sont en train de travailler sur une pierre cubique et d'y porter des tracés de stéréotomie à la règle et au compas. Et on voit sur l'arrière, c'est extrêmement difficile de démêler d'ailleurs tous les détails, on voit 2 compagnons qui sont en train de procéder à l'accolade. Cette fois-ci, l'élément diagonal est bel et bien la canne du compagnon. Donc toujours sur le même rôle, on retrouve ici le thème de la salutation initiale et toujours à l'arrière-plan, le thème de la salutation, et notre tailleur de pierre porte à la main sa canne et son chapeau. On a une trace intéressante à relever de l'existence d'une semblable iconographie sur cette très belle gravure qui est un portrait emblématique de Colbert, donc surintendant des bâtiments du roi, c'est-à-dire grand chef en quelque sorte de tous les tailleurs de pierre, charpentiers et artisans du royaume. On voit en arrière-plan le chantier du Louvre et on retrouve nos petits tailleurs de pierre sur la droite et nos tailleurs de pierre sur la gauche, qui sont en train de cultiver les sciences et les arts. Et ça, on va voir par la suite quelle importance ça a. La première de ces connaissances chez les tailleurs de pierre d'autrefois, et d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est la stéréotomie. C'est un mot un petit peu barbare, donc à l'époque on disait plus simplement la coupe des pierres, c'est-à-dire cette discipline, cette application de la géométrie à comment trace-t-on les différentes faces d'un bloc de pierre afin d'en dégager donc le bloc qui ensuite pourra être appareillé pour constituer une voûte ou constituer un escalier. Donc là, je vais plus rapidement vous passer quelques images représentant donc des morceaux de bravoure de la stéréotomie. Donc ces images proviennent du plus célèbre traité d'architecture de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, qui est le cours d'architecture de D'Avillers, donc qui est un cours d'architecture qui se fonde sur la théorie des 5 ordres de Vignole, donc célèbre architecte italien du milieu du XVIe siècle. Donc on voit un certain nombre donc d'escaliers, de systèmes de voûtes. C'est vraiment ce qui va, pendant des siècles, permettre aux tailleurs de pierre français et aux compagnons tailleurs de pierre en particulier de briller. On a ici l'un des morceaux les plus remarquables de cette connaissance-là, qui est la voûte plate de l'hôtel de ville d'Arles, donc à une quarantaine de kilomètres d'Avignon. Voûte plate qui a été conçue dans son principe par Mansart, mais dont on sait très bien par des témoignages de l'époque que ce n'est pas Mansart lui-même qui l'a tracé, mais beaucoup plus probablement l'un de ses compagnons passant tailleur de pierre qui travaillait dans son cabinet en tant que dessinateur, non pas en tant que tailleur de pierre, mais en tant que dessinateur, en tant qu'appareilleur. Et on en a le témoignage d'ailleurs par également des comptes rendus de l'Académie d'architecture qui relèvent par exemple donc en 1684 que cette très célèbre voûte a été réalisée par un compagnon passant qui venait d'Italie, puisque ce compagnonnage n'était pas strictement limité aux frontières françaises, et là aussi c'est un témoignage intéressant. Donc autre élément de stéréotomie classique à l'époque, dont tous les systèmes de trompes qui permettent de passer d'un plan à un autre plan, c'est-à-dire d'avoir par exemple au-dessus d'un coin de rue un dégagement qui permet aux carrosses de passer, ou par exemple ici donc à l'eau de mieux. Autre témoignage de cette excellence de la stéréotomie, on a ici une voûte sur un hôtel particulier d'Avignon, donc qui date du début du XVIIIe siècle, qui a été réalisée par un très célèbre architecte
avignonnais de l'époque, Jean-Baptiste Franck, qui, avant d'être le célèbre architecte avignonnais, est, comme beaucoup de ses collègues, tout simplement un compagnon tailleur de pierre. Je ne sais pas s'il était du rite des passants ou du rite des étrangers, mais c'était un compagnon tailleur de pierre. Donc, encore une de ces réalisations où on voit qu'il pousse le plaisir de l'appareillage à des prouesses à cheval entre l'esthétique et le petit tour de force. Donc, le premier théoricien de la stéréotomie en France est le célèbre architecte Philibert Delorme. Je serais tenté d'ajouter le célèbre compagnon tailleur de pierre Philibert Delorme, donc, qui, dans son traité d'architecture publié en 1567, est le tout premier à divulguer les secrets, en quelque sorte, de ce trait des tailleurs de pierre, de cette géométrie qui leur permet de conduire l'appareillage. Le XVIIe siècle, dans la foulée, va être le siècle d'excellence de la stéréotomie et on va avoir toute une série de publications, par exemple celle-ci, due au talent du graveur tourangeau Abraham Bosse, qui va vulgariser les théories d'un architecte mathématicien et peut-être tailleur de pierre à l'origine lyonnais, des Argues, et qui va expliquer comment s'applique, on a la très belle illustration donc de droite, comment s'applique le trait, comment s'applique la géométrie à un bloc de pierre brute pour en dégager un parallélépipède, ou je serais même tenté de dire une pierre cubique. Par ces trois instruments de la géométrie que sont l'équerre, la règle et le compas, et par ces trois outils du tailleur de pierre, ces trois incontournables que sont le maillet et le ciseau et le marteau taillant. Notre fameuse hache qui s'égare bien souvent auprès de la pierre cubique dans le contexte maçonnique. On a ici une figure qui est tout à fait passionnante et qui illustre le plus célèbre traité de stéréotomie du XVIIIe siècle, qui est le traité du révérend père François d'Oran, donc un jésuite qui a probablement eu aussi au préalable une carrière de tailleur de pierre, donc son traité sur les voûtes. Et ce traité sur les voûtes, chacune des gravures géométriques comporte une petite vignette qui porte le titre de l'épure et qui, quelquefois, comme ici, illustre la vie de ces tailleurs de pierre. On a ici donc 4 jeunes tailleurs de pierre qui sont en train de discuter d'un problème de stéréotomie autour d'une épure, autour de laquelle ils ont posé leurs outils. On voit leur compas, on voit une équerre, on voit une règle finement ciselée, on voit une plume dans un encrier. Ils sont élégamment vêtus, ils ont leur chapeau, ils sont à la mode du temps. Je serais tenté de dire, voilà, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ne correspondent absolument pas à cette idée qui s'est forgée au cours du XIXe siècle et que très souvent on a cultivée avec force dans le monde spéculatif, du tailleur de pierre, donc de l'opératif, qui certes a des doigts en or, certes a la chance d'avoir un contact avec des symboles extraordinaires, mais bon, remettons les choses à leur place, ce sont des ouvriers. Eh bien non. On se rend compte, à côtoyer les sources archivistiques des XVIIe et XVIIIe siècles, que nos tailleurs de pierre, que nos compagnons tailleurs de pierre, on ne peut pas les ranger aussi facilement que ça dans la simple catégorie des ouvriers. Ce sont vraiment, donc on les voyait tout à l'heure porter l'épée, on les voit ici avec leurs beaux habits, ce sont vraiment les membres d'une aristocratie ouvrière qui non seulement donc, est à l'aise, mais qui surtout, avant de transpirer à tailler la pierre, réfléchit, trace, s'intéresse à l'avancée des sciences. Et c'est vraiment ce que je voudrais que vous reteniez ce matin de mon intervention. Il faut se départir de cette vision misérabiliste, de cette vision ouvriériste du monde des opératifs des siècles passés. Nous allons avoir des quantités de témoignages du fait que nous sommes face à des individus qui non seulement taillent la pierre, mais qui cultivent les sciences, toutes les sciences. Une autre représentation issue du même traité où l'on voit 2 tailleurs de pierre en train de fabriquer une maquette. Alors, c'est l'ancêtre de ce fameux chef-d'œuvre que réalisent aujourd'hui les aspirants pour devenir compagnons
dans tel ou tel métier, et ça se pratique chez les tailleurs de pierre, seulement d'ailleurs depuis à peine 70 ans, jusqu'aux années 1950. Pour devenir compagnon tailleur de pierre, il fallait non pas produire une maquette, non pas produire un chef-d'œuvre, il fallait produire, nous le verrons à nouveau tout à l'heure, une ou plusieurs épures. Il fallait démontrer sa compétence, non pas de tailleur de pierre, mais sa compétence d'appareilleur, sa compétence en matière de stéréotomie, en matière de conception, de compréhension de la théorie de son métier. Autre vignette tout à fait intéressante, on a ici une pleine page du traité donc, du révérend Père de Rang, où on voit très bien cette articulation entre les figures techniques et ces jolies vignettes qui portent les titres et qui portent quelquefois des emblèmes tout à fait intéressants. Donc on a là un obélisque surmonté donc, d'une sphère portant la fleur de lys et d'une couronne. L'obélisque porte tout un trophée d'outils de tailleur de pierre. Il est assis sur un piédestal où l'on retrouve le compas, la règle et l'équerre entrecroisés et entrelacés d'un ruban avec un petit maillet et un ciseau. Donc on est en 1643, on est dans une emblématique qu'on pourrait croire spécifiquement maçonnique, et qui en tous les cas fait allusion à cet art royal par excellence qu'est l'architecture. Donc on a là quelque chose que les opératifs, je n'aime pas le terme, mais il est commode, que les opératifs de l'époque donc, connaissaient parfaitement. Puisque ces traités, ces traités relatifs à la taille de pierre, ils en étaient les premiers destinataires. C'était quand même pour eux que l'on produisait des ouvrages de stéréotomie, et pas seulement pour la noblesse qui aurait occupé ses loisirs à s'intéresser à la théorie de ces malheureux ouvriers. On a ici un très beau témoignage de l'influence durable du traité de Rang. C'est un graffiti qui mesure donc à peu près 1,50 m de hauteur et qui est à l'intérieur du clocher de Notre-Dame-des-Dons, donc de la cathédrale d'Avignon, où l'on voit donc en 1757 un tailleur de pierre qui a représenté, encore une fois, donc tout un trophée de ses outils. Là, le globe portant la fleur de lys et la couronne royale a été remplacé par un globe crucifère. Voilà. Alors, je précise quand même, à toutes fins utiles, que la lettre B que l'on voyait sur le côté de l'obélisque est une ancienne marque de tâcheron datant du XIIe siècle. Elle ne fait pas pendant à la lettre J. Autre témoignage donc, de cet accueil, de cette culture qu'avaient les tailleurs de pierre, c'est qu'à défaut de pouvoir financièrement acheter un exemplaire de cette architecture des voûtes du Père de Rang, eh bien, ils n'hésitaient pas à recopier. C'était le meilleur moyen aussi d'acquérir de manière durable ces connaissances géométriques. On voyait ici le carnet d'un tailleur de pierre du XVIIIe siècle qui avait recopié l'ensemble des figures, pas le texte, mais uniquement les figures du traité de Rang. Un témoignage qui sort un petit peu du cadre chronologique de l'Ancien Régime, mais qui est un témoignage passionnant. J'évoquais tout à l'heure le Tour de France de Jean-Jacques Lerès. On a ici une page de son carnet de comptes qu'il a tenu très sérieusement pendant toute la première moitié de son Tour de France, et où l'on voit, à la date du 5 novembre 1839, la comptabilité de ses premières journées de cours de trait qui lui sont données par un ancien compagnon chez qui il prend donc cette connaissance, qui est installé comme maître maçon à Saintes, donc en Saintonge. On voit que la première semaine, ils ont dépensé 5 chandelles à 3 sous, qu'ils ont également acheté 6 feuilles de papier à dessin à 2 sous, que le dimanche suivant, ils vont acheter à nouveau 4 livres de chandelles à 16 sous. Donc là, ils achètent beaucoup plus de chandelles. On peut supposer que ça va durer pour tout le mois. Et on les voit également acheter un crayon, un tire-ligne et du plâtre en pierre, c'est-à-dire du plâtre qui n'est pas encore réduit en poudre, pour réaliser donc ces fameuses maquettes, pour passer de la théorie à une pré-pratique qui n'est pas la pratique de la réalisation d'ouvrages définitifs, mais simplement donc une connaissance intermédiaire. Voilà. C'est très émouvant d'avoir le prix, par exemple, de ces chandelles, puisque cette transmission du savoir,
On voit ici donc une de ces épures réalisées par Jean-Jacques Lorès pendant son tour de France. La transmission de ce savoir n'est pas réalisée dans le cadre d'une école comme aujourd'hui, c'est réalisé plus ou moins bénévolement, c'est-à-dire qu'on dédommage ces anciens, c'est une forme de compensation comme la retraite. On dédommage un petit peu ces anciens, on leur paye à boire, on leur paye de temps en temps à manger, mais ces cours sont pris le soir, après des journées qui sont alors d'à peu près 12 heures de travail, avec ces marteaux taillants qu'on a vus tout à l'heure et qui pèsent en moyenne 5 kilos, et tous ces cours vont être faits à la lueur de chandelles. Pas de bougie, la bougie c'est trop cher. Donc la chandelle qui vraiment donne une très mauvaise lumière, une très mauvaise odeur, ça pique terriblement les yeux. Mais pendant toute la durée du Tour de France, chaque fois qu'ils le peuvent, ses compagnons vont essayer d'approfondir leur savoir, et le savoir le plus noble qui est celui de la stéréotomie. Celui de la stéréotomie donc qui va leur servir à prouver lors de leur réception leurs compétences. On a ici, c'est un témoignage absolument exceptionnel, l'épure qu'a produit Jean-Jacques Lorès le jeudi de l'Ascension 1841 pour être reconnu par ses pairs en tant que compagnon passant tailleur de pierre. Alors, je ne vous ferai pas la présentation technique, mais c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est la seule épure d'ailleurs qu'il a signée très fièrement de son nom de compagnon, la Tranquillité de Caux. Témoignage qui sort également du cadre chronologique, mais on n'a pas de photographie, et pour cause, pour l'Ancien Régime, donc il faut bien se satisfaire d'une photographie qui date de la fin du XIXe siècle, mais qui montre bien donc cette pérennité de la transmission au sein des compagnonnages. C'est l'école philomatique de Bordeaux, qui est un repère de compagnons passant tailleurs de pierre, et où l'on voit donc un ancien, là, qui est en arrière-plan, qui est avec donc les jeunes qui sont en train d'apprendre aussi bien la taille de pierre, au sens qu'on a l'habitude de voir, que le modelage, que la sculpture, que ce qui est relatif à l'architecture. On déborde largement la stricte taille de pierre. On voit à l'arrière-plan, sur les étagères, ces modèles en plâtre, ces exercices qui ont été faits donc de stéréotomie. Et on voit au mur, non pas des épures de stéréotomie, mais des dessins d'architecture. Puisque donc, c'est bien d'architecture dont les compagnons entendent parler. Pas simplement donc, de tailler des cailloux pour assembler tout ça. Encore une fois, ils s'occupent de l'ensemble de la conception et de la réalisation d'un édifice. On voit ici donc, le groupe d'Atlantes qui soutiennent ce frontispice. Ce groupe d'Atlantes, il a été copié en 1782 du plus célèbre cours d'architecture de la fin du XVIIIe siècle, qui est celui de Jacques-François Blondel, publié à peine 10 ans auparavant, en 1771. C'est la copie fidèle. Alors, de manière constante, on le voyait donc sur les dessins qui étaient à l'arrière-plan de la photographie il y a un instant, donc dans les archives des compagnons tailleurs de pierre, dans leur bibliothèque, puisqu'on a la chance petit à petit de pouvoir reconstituer le contenu de leur bibliothèque, eh bien, les ouvrages les plus précieux, c'était toujours, par exemple, un Vignol, donc ce traité d'architecture qui a été à la base de la connaissance des architectes, qu'ils soient théoriciens, à partir du XVIIIe siècle, ou praticiens, dans les siècles qui précédaient. On a toujours donc cette théorie des ordres d'architecture où l'on apprend à orner les chapiteaux et à correctement concevoir la composition d'un édifice. Alors je reviens un instant donc, sur le piédestal de ces Atlantes. On voit d'un côté un trophée donc, d'outils, de l'autre côté un trophée beaucoup plus guerrier. En fait, ça fait référence à une vignette qui se trouve dans le traité d'architecture, dans le cours d'architecture de Davillers, donc cet autre grand classique qui a été le classique par excellence de la plus grande partie du XVIIIe siècle, où on voit par exemple ici donc, une allégorie où l'on voit que, donc on est au siècle de Louis XIV, ce sont les armes de Louvois qui sont au centre. Louvois, donc surintendant des bâtiments du roi, qui avait pris la succession de Colbert, et on voit que l'architecture fait pendant à l'art de la guerre à Minerve, d'où la présence des drapeaux.
Je reviens maintenant donc sur ce trophée d'outils. On voit, et c'est très intéressant, ça n'a jamais été relevé suffisamment, donc au centre, le compas et l'équerre et la règle d'appareilleur entrecroisée, par-dessus donc un volume écrit qu'on peut imaginer être le volume de la loi sacrée, puisque lors de la réception, les compagnons prêtent serment sur les évangiles de respecter un certain nombre de secrets, mais c'est peut-être aussi tout simplement un traité d'architecture. On voit sur la droite donc un rapporteur qui fait référence donc à la géométrie. On voit en dessous un niveau, puisque la taille de pierre se concrétisera par la pose de ces mêmes pierres. Et on voit sur la gauche donc 2 rouleaux d'épure, de dessins. D'une part, en dessous, donc un dessin représentant un cintrage de voûte, et au-dessus, donc, on a les bases d'une colonne. Donc, toujours du dessin d'architecture. On voit le niveau qui fait référence à la pose. On voit un petit compas qui renvoie donc, on a le grand compas d'appareilleur, on a le petit compas du dessinateur. Donc, justement, voilà un compas d'appareilleur, par exemple, le compas de dessinateur. C'est le même principe, mais ce n'est pas du tout le même usage ni la même taille. Et ce métier de dessinateur, avec ce très bel exemple qui me touche beaucoup, les archives de Jean-Jacques Lorès, son carnet de comptes, ses épures, on les a sauvées in extremis de la décharge en 2005. C'était dans une malle, la malle qu'avait acheté Jean-Jacques Lorès pour faire son voyage. Et on a aussi donc un certain nombre de ces instruments de dessin, par exemple cette très belle équerre percée d'un cœur, le cœur emblème de la fidélité, qui est une des vertus premières que cultivent les compagnons. Et cet autre petit détail qui m'a longtemps intrigué, qu'on retrouve aussi bien donc ici que sur le blason du rôle de 1782, on a ça de part et d'autre donc du compas, et ce petit détail, il est couronné de couronne de laurier, de la même manière donc, que le compas d'appareilleur est couronné de la couronne faisant référence à l'art royal. Ce petit détail, c'est tout simplement donc, un porte-mine et la pointe à tracer. Le porte-mine du dessinateur, donc du concepteur, et la pointe à tracer donc, qui va permettre de reporter dans l'architecture, dans la pierre, donc tous ces tracés. Encore un dessin de Jean-Jacques Lorès qui illustre bien le fait que la phase finale de cet apprentissage du savoir, ce n'est pas la stéréotomie, ça c'est la base indispensable, c'est l'architecture. Autre aspect totalement inattendu de leur savoir, de ces savoirs qu'ils cultivent, on a au centre du rôle cette très belle perspective où l'on voit un personnage en costume du XVIIe siècle, qu'on peut imaginer être un tailleur de pierre, un petit peu comme ceux de Deran que l'on voyait tout à l'heure discuter de stéréotomie. Donc il est là avec son très bel habit, son chapeau à plumes, dans l'encadrement donc, d'une allée. Au fond, ce que l'on voit est un bassin avec un jet d'eau. On a ici, donc, pour l'illustrer, une page du traité, une planche donc, du traité de Davillers, toujours lui, donc sur les 5 cordes de Vignolles. L'architecture telle qu'on la conçoit au XVIIe et XVIIIe siècle comprend l'art des jardins. Et on a beaucoup de nos compagnons tailleurs de pierre qui, à la fin du XVIIe, sur des chantiers prestigieux comme ceux de Versailles, vont également s'occuper d'art des jardins. On a le témoignage ainsi donc de Louis XIV qui, faisant l'inspection de son chantier, donc dirigé, tout le monde s'en souvient, par le très célèbre Le Nôtre, eh bien, s'arrête pour discuter avec ce vieux compagnon tailleur de pierre, ce vieux Pierre Caïto qui va être anobli sous le nom de l'assurance, pour discuter de jardinage et d'une autre science que l'on va voir dans un instant. Autre science qui est omniprésente, qui s'étend à l'ensemble de l'arrière-plan de ce rôle, c'est l'arpentage. Les figures qu'on a là donc, sont relatives non pas aux sciences en général, quoiqu'il y a aussi ce clin d'œil, mais il y a une science en particulier qui est bien mise en valeur, donc qui est la science de l'arpentage, qui se trouve en plus en Provence, avoir des antécédents historiques très bien installés. L'outil l'instrument donc qui est par exemple sur la gauche face au rapporteur que tout le monde identifie bien, ce n'est pas un instrument d'astronomie, c'est un instrument d'arpentage qui s'appelle le graphomètre, et qui permet de mesurer justement des angles, permettant ensuite par calcul de déterminer des distances
par visée, donc entre des points distants. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui va revenir sur l'ensemble de ce frontispice, et on voit très bien ici la perméabilité entre les thèmes iconographiques sur la page de droite, donc qui provient du plus célèbre traité, et surtout du plus complet traité de géométrie d'arpentage de la du tout début du XVIIIe siècle, qui est la géométrie pratique de Alain Manesson-Mallet. On voit ce thème de l'îlot avec une tour, et le but est d'expliquer justement comment on peut mesurer à distance grâce à des jeux de graphomètres et de planchettes, donc à des systèmes d'arpentage, comment on peut mesurer des hauteurs, comment on peut mesurer des distances de points inaccessibles. Je repasse un instant, voilà. Alors, c'est un lieu commun de l'iconographie de tous les traités d'arpentage depuis le XVIe siècle. On a ici une gravure du XVIe. Donc cette problématique de la mesure des points distants qui sont toujours rendus par un fleuve, une rivière ou une mer et une île, et on doit mesurer les points distants. Alors, autre petit détail que lorsque nous avions découvert en 1996 ces documents, nous n'avions pas su interpréter avec certitude. On a deux petits personnages tout à fait étonnants. Donc l'un en bas là, qui est avec une sorte de brouette, mais cette brouette n'a pas de pied pour pouvoir la reposer. Et puis on a un autre personnage avec une hotte sur le dos et la canne à la main qui s'achemine entre des arbres qui sont plantés régulièrement. Donc ce sont soit des vergers, soit des parcs, conformément donc aux règles du dessin de l'époque. En fait, il s'agit d'un géomètre et de son aide. Le géomètre, sa brouette, c'est un odomètre. C'est-à-dire une brouette, c'est un système qui est connu depuis Vitruve, depuis l'Antiquité, un système qui permet, par le comptage du nombre de tours de roue, de mesurer les distances. Et le petit personnage avec la hotte, là je remercie Robert Carvet, je ne sais pas d'ailleurs, je ne l'ai pas vu, je crains qu'il n'ait pas pu venir ce matin, Robert Carvet donc du CNRS, qui m'a décrypté ça l'autre jour en me disant « mais Jean-Michel, c'est tout simplement, je pense, l'assistant de l'arpenteur ». Et effectivement, j'ai trouvé des éléments iconographiques, mais difficiles à présenter aujourd'hui, qui montrent que ce qu'il transporte dans sa hotte, ce sont des piquets, ce sont les jalons qui permettent aux arpenteurs donc d'établir un plan. Alors, en revanche, je souligne, il y a un grand absent parmi les instruments de topographie et de géométrie qui sont représentés ici. Il y a un grand absent qui est le compas de proportion. Et je me demande, donc voici ce qu'est un compas de proportion. C'est ce que ceux qui ne le connaissent pas seraient tentés d'appeler une fausse équerre. Dans l'image qui précède, on voit justement des jeux entre le compas et cette sorte de fausse équerre devant la façade de l'église de la Sorbonne. Je me demande dans quelle mesure cette absence n'est pas le témoignage d'un jeu d'interrogation rituelle qui aurait pu exister au moment où l'on dévoilait la lumière du rôle au nouveau reçu, en lui demandant donc, je pense, d'identifier chacun des éléments, de dire qu'est-ce qu'il lisait au travers de tout ça, et peut-être parce que les compagnons de manière générale et les tailleurs de pierre en particulier, aujourd'hui encore, dans leur réception, sont de très grands joueurs. Ils aiment bien justement exciter la curiosité et provoquer des instabilités psychologiques en se questionnant leur nouveau récipiendaire. Donc l'absence de ce compas de proportion est extrêmement troublante. Le phare qui est ici est l'élément de ce frontispice qui est le plus polysémique. On a vu qu'il pouvait symboliser donc le point inaccessible. Il symbolise également, dans le contexte des compagnons tailleurs de pierre, d'une part, par exemple, ce qui va figurer parmi leurs plus belles réalisations sur la fin du XVIIe siècle avec les fortifications de Monsieur de Vauban, et pendant tout le XVIIIe et pendant tout le début du XIXe siècle, très souvent la réalisation de ces phares qui jalonnent les côtes de France va provoquer donc des tours de force au niveau de la stéréotomie, au niveau de la réalisation. On a ici la carte d'invitation à un bal de l'Ascension des compagnons passants tailleurs de pierre de Montpellier en 1864, et on a donc le phare
qui est désigné par un drapeau comme étant le phare de 1836. Alors j'ai cru pendant très longtemps que ça ne désignait que la lumière du devoir, puisque ce phare, on en a des attestations, le phare sur le rôle d'Avignon, le phare sur le rôle de Bordeaux, est un symbole de la lumière que le devoir, que la tradition compagnonique projette au loin. Eh bien là, c'est quand même également, par une superposition donc de signification, c'est également tout simplement une représentation du phare du Cap d'Agde, donc à proximité de Montpellier, qui a été bel et bien inauguré en 1836. Alors quand je parle donc de cette dimension symbolique, on a ici un autre témoignage extrêmement intéressant de ces perméabilités symboliques qui pouvaient déstabiliser nos compagnons des siècles passés. Cette assiette maçonnique appartient à une collection familiale qui est celle donc des descendants d'un compagnon passant tailleur de pierre qui était installé dans la région d'Avignon, à Courthézon, et qui se trouve avoir été un bâtisseur de phares, et notamment le principal entrepreneur du port de la Joliette à Marseille. Voilà. Et je n'ai pas trace de son affiliation à la maçonnerie. C'est d'ailleurs avec une autre assiette appartenant à la même série le seul témoignage que l'on ait dans ses archives familiales de quelque chose en rapport avec la maçonnerie. Mais on peut supposer que ce compagnon, au gré de ses voyages, peut-être à Marseille, a croisé ces assiettes maçonniques et a eu, lui, une lecture spécifiquement compagnonique d'une emblématique qui est commune, où on retrouve donc la tour, qui là est davantage la tour de Babel, qui est un thème évidemment qui parle beaucoup aussi aux compagnons tailleurs de pierre. On retrouve la chouette, qui est le symbole d'Athéna, qui est omniprésente également dans l'emblématique compagnonique des tailleurs de pierre des 18e et 19e siècles. On retrouve le serpent, qu'on retrouvera également tout à l'heure, le navire, qui est l'emblème aussi de la nef avec laquelle Maître Jacques, le fondateur mythique des compagnons passant tailleurs de pierre, va revenir d'Orient jusqu'en Occident. Enfin, on a là des éléments qui sont tout à fait intéressants et dont il est extrêmement difficile de dire qui a emprunté à l'autre. Donc, je poursuis ici avec cet autre détail extrêmement intéressant où l'on voit donc une épure qui peut être de stéréotomie, d'arpentage, de géométrie en général. On retrouve donc le fil à plomb qui est mis en relation avec un schéma lié à la physique et à l'oscillation du pendule. Merci. Voilà. Et c'est normal, merci. Et c'est possible d'avoir un petit break. Oui, tout à fait. Oui. J'ai prévu d'arrêter après ce passage-là et d'avoir le break. Et le livre qui est par excellence le symbole donc du savoir, ça c'est un symbole qui parle à tout le monde. Et ce livre, chez les compagnons tailleurs de pierre, on va évidemment, on songe tout de suite à ces traités de stéréotomie dont ils sont évidemment friands. On a ici un autre très célèbre traité de stéréotomie du XVIIIe siècle, qui est celui de Jean-Baptiste Delarue, qui est probablement, avant d'être l'architecte connu pour ce traité d'architecture, qui est tout simplement un praticien de la coupe des pierres, donc très probablement un compagnon. On a toujours aussi au cœur de ces livres que possèdent les compagnons le très célèbre traité de Vignoles. On a ici donc un frontispice de la première édition française du Vignol où l'on voit que l'emblème maçonnique entre guillemets ou compagnonique entre guillemets qui est au-dessus donc est tout à fait lisible aussi bien par les maçons que par les compagnons, donc compas, règles, équerre et niveau entrecroisés par le fil à plomb. Et c'est d'autant plus lisible par les compagnons que justement en 1720, grosso modo un siècle après la parution de cette édition de Vignoles, eh bien c'est précisément ce dessin-là du blason des compagnons tailleurs de pierre qui va être repris par les compagnons de Chalon-sur-Saône pour leur servir donc de blason du devoir. Autre témoignage de cette importance extrêmement émouvant, on a ici l'ex-libris manuscrit sur un exemplaire de la première édition au format de poche dans les années 1631-1644 du traité de Vignoles. On a l'ex-libris manuscrit de Mathurin Pommier, donc la partie qui est à gauche, dit l'Espérance le Tourangeau. Nos tailleurs de pierre des XVIIe et XVIIIe siècles savent parfaitement lire
et écrire. Il ne s'en prive pas. Toujours pour illustrer ce problème des emprunts symboliques croisés, des emprunts emblématiques croisés, on a ici le frontispice d'une édition populaire de la fin du XVIIe siècle du traité de Vignoles, où l'on retrouve donc une personnification de l'architecture qui porte dans sa main un rameau traversant un ouroboros. Elle porte un manteau étoilé, et elle a le pied posé donc sur un globe terrestre à côté du compas, de la règle et de l'équerre. On est en 1694, on n'est pas dans quelque chose qui est influencé par l'emblématique de la franc-maçonnerie. Vignoles a eu une grande importance jusqu'en Angleterre, et là donc j'ai choisi cette page de titre de la traduction en anglais de Vignoles en 1669, où l'on voit donc que ce traité est publié pour l'usage et le bénéfice des francs-maçons, des charpentiers, etc., enfin donc des hommes de métier, le terme de Freemason, free étant mis en exergue par l'usage d'un caractère romain au milieu des caractères italiques. Donc on est en 1669, on a bien une allusion là aux Freemasons, et dans un contexte qui ne laisse aucun doute quant au fait que ça s'adresse à des hommes de métier pour un usage professionnel. Je vais passer rapidement sur des choses extraordinaires, mais on a ici donc un ouvrage publié à Londres précisément par un ingénieur français qui est peut-être lui aussi un compagnon tailleur de pierre à l'origine, Salomon de Caux, donc son traité de perspective avec la raison des ombres et des miroirs. Et on voit nos poutis, nos bons enfants, chers à la symbolique donc des compagnons, qui sont en train de projeter la lumière grâce à un jeu de miroirs, donc speculum, le miroir, sur ce traité lié à la perspective, où l'on voit donc des attributs, des trophées d'outils de tailleurs de pierre et de maçons, et où on voit en bas Mercure faire face à Minerve. Autre traité de perspective célèbre pour l'époque, où l'on voit donc des trophées d'outils, où on voit en haut, de part et d'autre, donc des corniches, on voit le compas entrecroisé avec d'un côté les burins du graveur, de l'autre côté les pinceaux du peintre en forme d'équerre. On est en 1604-1605. On est dans un contexte qui est exactement à cheval entre le monde des savants et le monde des hommes de métier, des tailleurs de pierre, des peintres et des architectes. Voilà. Et je vais faire le break sur cette très belle image donc d'un traité d'Abraham Boss, où l'on voit donc exposé à destination d'un public qui comprend aussi bien des tailleurs de pierre, des hommes de métier que des savants, donc en 1643, où l'on voit l'explication donc du point oculaire, les bases de la perspective. Merci, monsieur. C'est extraordinaire. Nous avons 10 minutes et nous retournons à Elf et 5. Merci. We're going to take a 10-minute break, and then we're going to come right back here, and we're going to question you and let you continue. It's an absolutely extraordinary presentation. I've learned a great deal. 10 minutes.
je peux les appeler.